Bonjour, une nouvelle fois et bienvenue sur l'espace qui s'intéresse à l'évolution de l'humanité, qui essaie de démontrer techniquement que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est l'accession à la sagesse, à la paix, à la sérénité, à l'amour absolu, à l'extase. Alors, pour appuyer cette thèse, j'utilise parfois des ouvrages. Là, par exemple, je m'appuie sur Littérature Audio. C'est un site internet très intéressant où on trouve pratiquement tous les auteurs de la littérature qui sont lus par des bénévoles pour des gens qui ont peut-être des problèmes de lecture. Et là, j'ai décidé de travailler sur le Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. C'est la 13e vidéo, donc il y en a déjà un paquet et il risque d'y en avoir beaucoup parce que je voudrais vraiment détailler tout ce travail. Alors, je lance comme d'habitude et puis je mets mon grain de sel, quoi, en fait, voilà. C'est une vision atypique, c'est pas une vision académique, c'est une vision atypique de ce travail magistral de Nietzsche, ainsi parlait Zarathustra, poétique et on pourrait dire illuminé. Allons-y. De la nouvelle idole. Il y a quelque part encore des peuples et des troupeaux. Mais ce n'est pas chez nous, mes frères. Chez nous, il y a des États. États, qu'est-ce cela? Allons, ouvrez les oreilles. Je vais vous parler de la mort des peuples. L'État, c'est le plus froid de tous les monstres froids. Il ment froidement, et voici le mensonge qui rampe de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. C'est un mensonge. Ils étaient des créateurs, ceux qui créèrent les peuples et qui suspendirent au-dessus des peuples une foi et un amour. Ainsi, ils servaient la vie. Ce sont... Alors, il y a une vision un peu comme ça, libérale ou libertarienne, on pourrait dire presque, sur l'État et de Nietzsche, et ça se justifie parce qu'à l'époque, et même aujourd'hui, on pourrait dire que l'État ne remplit pas son rôle démocratique, c'est-à-dire d'instrument réel du peuple. On voit bien qu'il est au service des puissants, au service de lui-même et au service des oligarchies et des systèmes dominants. Et ça, c'est préjudiciable pour l'idée de la démocratie et puis pour l'idée d'un État souverain et bienveillant. Des destructeurs, ceux qui tendent des pièges au grand nombre et qui appellent cela un État. Ils suspendent au-dessus d'eux un glaive et sans appétit. Partout, il y a encore du peuple. Il ne comprend pas l'État et il le déteste comme le mauvais œil et une dérogation aux coutumes et aux lois. Je vous donne ceci. Il ne comprend pas l'État. Voilà, ça c'est... Le peuple ne comprend pas l'État. Et quand il ne le comprend pas, quand il ne le comprend plus, il y a eu des moments où il l'a compris. Je pense que dans les 30 Glorieuses, il a compris plus ou moins l'État. Mais pas tout le temps, puisqu'il y a eu mai 68. Mais globalement, il y a des moments où on le comprend mieux que d'autres. Et évidemment, là, c'est un moment où on ne comprend pas réellement ce qui se passe. Chaque peuple a son langage du bien et du mal. Son voisin ne le comprend pas. Il s'est inventé ce langage pour ses coutumes et ses lois. Mais l'État ment dans toutes ses langues du bien et du mal. Et dans tout ce qu'il dit, il ment. Et tout ce qu'il a, il l'a volé. Alors, c'est peut-être le seul reproche qu'on pourrait faire, c'est tout. C'est de mettre tout ce qu'il dit, il ment.
une grande partie, et n'est pas juste, évidemment, et de la manipulation et de l'abus de ses concitoyens, etc. Mais on ne peut pas dire tout. C'est là où, malgré tout, faudrait voir, est-ce qu'il y a moyen de remplacer l'État par autre chose? Ça serait... C'est à mon sens pas possible. La seule chose, c'est que l'État va monter, on monte progressivement. On est passé d'un chef de troupe, de groupe un peu réduit, d'un petit clan, chef de clan, à chef de tribu, chef de cité, etc., chef de nation, chef de pays, chef de nation. Et maintenant, on est en train de se hisser à une gouvernance universelle. Quand on aura atteint la gouvernance universelle, on aura atteint en même temps, et c'est pour ça que c'est bien fait cette évolution, parce que en même temps, le niveau de conscience évolue. Donc, à ce moment-là, le risque d'arriver sur un système le meilleur des mondes, ou 1784, une sorte de dictature universelle, me semble pas possible. Évidemment, aujourd'hui, ça serait possible, mais dans 50 ans, ou dans 100 ans, ou dans 200 ans, quand on aura franchi toutes les étapes du nationalisme, sortie du nationalisme pour aller vers cette universalité, le niveau de conscience aura les moyens de neutraliser toute velléité dictatoriale. Pour l'instant, on n'y travaille pas trop, on laisse faire, on voit bien qu'on laisse des sortes de dictatures molles qui s'imposent doucement, mais c'est en train d'évoluer, quoi. Est faux. Il mord avec des dents volées, le hargneux. Même ses entrailles sont falsifiées. Une confusion des langages du bien et du mal. Je vous donne ce signe, comme le signe de l'État. En vérité, c'est la volonté de la mort qu'indique ce signe. Il appelle les prédicateurs de la mort. Beaucoup trop d'hommes viennent au monde. L'État a été inventé pour ceux qui sont superflus. Voyez donc comme il les attire, les superflus. Comme il les... Alors, c'est là où il y a des propos comme ça qui sont quand même extrêmement compliqués et extrêmement injustes, parce qu'en fait, il y a aucun superflu. Il n'y a pas un être humain qui est superflu. Jamais. Et évidemment que cette idée prise au pied de la lettre, sans tenir compte de la pensée réelle de Nietzsche, elle a de quoi... on peut vraiment la détourner, en faire quelque chose de monstrueux. Tout simplement, il n'y a pas d'être humain qui serait superflu ou qui serait inutile, ça n'existe pas. Et pour le démontrer, j'utilise par exemple le fait que le mendiant au coin d'une rue, il travaille autant l'humanité, qui croisent sa route, qui sont obligés de le regarder cet homme que la société, que notre injustice a laissé aller dehors, être obligé de vivre sans toit ni loi. Et donc il travaille autant l'humanité qu'un sociologue qui va écrire sur lui. Sauf qu'il n'y en a qu'un qui reçoit les hommages de la société et l'autre qui reçoit parfois le mépris de la société. Et là, il faudrait creuser l'idée de Nietzsche à ce niveau-là, mais en tout cas, elle est pas judicieuse dite comme ça. Ils enlacent comme ils les mâchent et les remâchent. Il n'y a rien de plus grand que moi sur la terre. Je suis le doigt ordonnateur de Dieu. Ainsi hurle le monstre. Et ce ne sont pas seulement ceux qui ont de longues oreilles et la vue basse qui tombent à genoux. Hélas, en vous aussi, ô grandes âmes, il murmure ces sombres mensonges. Hélas, il devine les cœurs riches qui aiment à se répandre. Certes, il vous devine, vous aussi, vainqueurs du Dieu ancien. Le combat vous a fatigué, et maintenant votre fatigue se met au service de la nouvelle idole.
Elle voudrait placer autour d'elle des héros et des hommes honorables, la nouvelle idole. Il aime à se chauffer au soleil de la bonne conscience, le froid monstre. Elle veut tout vous donner si vous l'adorez, la nouvelle idole. Ainsi... Là, oh mince, qu'est-ce que c'était ça? 13. De la chasteté. 9. D'un coursier de la mort, un cœur du Dieu ancien. Le combat vous a fatigué, et maintenant votre fatigue se met au service de la nouvelle idole. Elle voudrait placer autour d'elle des héros et des hommes honorables, la nouvelle idole. Il aime à se chauffer au soleil de la bonne conscience, le froid monstre. Elle veut tout vous donner si vous l'adorez, la nouvelle idole. Ainsi, elle s'achète l'éclat de votre vertu et le fier regard de vos yeux. Vous devez lui servir d'appât pour les superflus. Oui, c'est l'invention d'un tour infernal, d'un coursier de la mort, cliquetant dans la parure des honneurs divins. Oui, c'est l'invention d'une mort pour le grand nombre, une mort qui se vante d'être la vie, une servitude selon le cœur de tous les prédicateurs de la mort. L'État est partout où tous absorbent des poisons, les bons et les mauvais. L'État où tous se perdent eux-mêmes, les bons et les mauvais. L'État où le lent suicide de tous s'appelle la vie. Voyez donc ces superflus. Ils volent les œuvres des inventeurs et les trésors des sages. Et là, ce qu'ils ne voient pas aussi, c'est que l'État, par exemple, elle a permis à quelqu'un de fragile comme Nietzsche, de sensible, de compétitif, qui s'écartait de la compétition, qui supportait pas la concurrence et qui avait besoin de s'isoler peut-être dans la vie, à mon sens. Eh bien, c'est l'État qui lui a permis de survivre dans un monde où il n'aurait pas pu survivre. Il n'avait pas les moyens physiques pour se défendre d'un monde de prédateurs, par exemple. Donc, il y a peut-être un peu trop de radicalité dans sa critique, qui était nécessaire. La critique de l'État, elle est fondamentale, comme la critique du religieux, comme la critique, etc. C'est fondamental pour évoluer. Simplement, il ne tient pas compte de la complexité, à mon sens, suffisamment. À l'époque, c'était pas possible. Ils appellent leur vol civilisation, et tout leur devient maladie et revers. Voyez donc ces superflus, ils sont toujours malades. Ils rendent leur bile et appellent cela des journaux. Ils se dévorent et ne peuvent pas même se digérer. Voyez donc ces superflus, ils acquièrent des richesses et en deviennent plus pauvres. Il avait vraiment du recul quand même, parce que ce qu'il voit dans les journaux, la haine, la bile qui se déverse, il arrive à le dire d'une façon quasiment poétique. Il y a vraiment une sorte de bienveillance fondamentale dans l'âme de Nietzsche. C'est vraiment intéressant. Ils veulent la puissance et avant tout le levier de la puissance. Beaucoup d'argent, ces impuissants. Voyez-les grimper, ces singes agiles. Ils grimpent les uns sur les autres et se poussent ainsi dans la boue et dans l'abîme. Ils veulent tous s'approcher du trône, c'est leur folie, comme si le bonheur était sur le trône. Souvent la boue est sur le trône, et souvent aussi le trône est dans la boue. Ils m'apparaissent tous comme des fous, ces singes grimpeurs et impétueux. Leur idole sent mauvais, ce froid monstre. Ils sentent tous mauvais, ces idolâtres. Mes frères, voulez-vous donc étouffer dans l'exhalaison de leur gueule et de leurs appétits? Cassez plutôt les vitres et sautez dehors. Évitez donc la mauvaise odeur. Éloignez-vous de l'idolâtrie des superflus. Évitez donc la mauvaise odeur. Éloignez-vous de la fumée de ces sacrifices humains. Maintenant encore, les grandes âmes trouveront devant elles l'existence libre. Il reste bien des endroits pour ceux qui sont solitaires ou à deux, des endroits où souffle l'odeur des mers silencieuses. Une vie libre reste ouverte aux grandes âmes. En vérité, celui qui possède peu est d'autant moins possédé.
Béni soit la petite pauvreté. Là où finit l'État, là seulement commence l'homme qui n'est pas superflu. Et c'est ce qu'il a fait finalement. Il s'est contenté du minimum justement fourni par l'État. Et c'est ce qui lui a permis en fait de ne pas avoir à courir derrière des choses inutiles pour un philosophe et préjudiciables en réalité. Donc son œuvre, elle a aussi tout de la liberté de celui qui a choisi d'être pauvre, de rester à la limite de ce qu'il faut, pas plus, de pas aller au-delà de ça. Et c'est presque une vie qu'on peut préconiser en réalité. Là commence pour le bonheur. Chant de la nécessité, la mélodie unique, à nul autre pareil. Là où finit l'État, regardez donc mes frères, ne voyez-vous pas l'arc-en-ciel et le pont du surhumain? Ainsi parlait Zarathustra. Mais on va arrêter là pour cette vidéo. Celle-ci, il en restera 15. Ah, on peut continuer un peu. 15, 16, 17. Oui, allez, on va continuer. 12. Des mouches de la place publique. Ah, peut-être pas. Alors, si c'est là, on va arrêter pour cette vidéo. Merci de votre écoute et à très bientôt. Alors, parfois, je suis mal oxygéné, donc ça fait des vidéos un peu laborieuses. Vous m'en excuserez. Et parfois, je suis bien oxygéné et c'est plus limpide. Ben là, c'est un moment avec une faible teneur d'oxygène dans mon sang et dans mes neurones. Merci à vous en tout cas. Au revoir.